Merci beaucoup à tous d'être avec nous, mesdames et messieurs. Vous suivez l'émission Grande Tribune. Nous débutons un nouveau mois, le mois d'avril 2025. 1er avril 2025, nous sommes sous le deal. On va revenir sur le deal États-Unis et République démocratique du Congo. Comment? Par quel... comment? Quel peut être... comment peut se présenter donc ce deal-là entre la RDC et les États-Unis d'Amérique? Voilà, une délégation des Américains arrive incessamment à Kinshasa, en RDC. L'envoyé spécial du président Trump arrive cette semaine à Kinshasa pour justement pour l'évolution donc de ce deal entre les deux États. Nous abordons également la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, comme vous le savez très bien. L'AFC M23 aujourd'hui a signé un accord avec la SAMI-DRC pour le départ des troupes et puis la réhabilitation de l'aéroport international de Goma. Messieurs, dames, voici quelques lignes d'actualité avant de passer la parole à mes invités de ce jour. Donc dans l'actualité, comme je le disais, le conseil spécial du président Tshisekedi en matière de sécurité a reçu l'annonce apostolique Michal Escobar dans le cadre des consultations politiques après échange avec le professeur Eberhard Kolungele. Le représentant du pays du Papa a déclaré ce qui suit: c'est extrêmement important de se mettre autour d'une table et trouver des solutions à travers le dialogue. Parce que, comme nous le savons, les solutions violentes n'apportent pas une paix durable. Je tiens également à encourager un dialogue sincère, qu'il y ait aussi des compromis nécessaires pour avoir la paix en faveur de la population meurtrie dans l'Est. Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, qui est ce programme porté par la 5OSSC pour réconcilier les Congolais à travers un dialogue inclusif, a-t-il fait savoir. Une délégation du Sénat conduite par son président Jean-Michel Sama Lukonde a achevé le 29 mars dernier sa mission diplomatique en Europe. Celle-ci visait à assurer le suivi de la mise en œuvre de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions prises contre le Rwanda et ses supplétifs du M23. Hilde Vodman et Marine Vumbi, 2 eurodéputés, ont déclaré soutenir la démarche de la RDC pour le retour définitif de la paix. Depuis quelques jours, des travaux de déminage de l'aéroport de Goma ont été lancés 2 mois après la fermeture due au combat entre forces armées de la RDC et AFC M23. Ces travaux sont conjointement menés par le contingent de SAMI-DRC et l'AFC M23. Et puis ces discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi: engageons-nous à l'appropriation collective du Génocost, la reconnaissance internationale du génocide commis en RDC et la promotion de la culture de la paix. Déclaration du chef de l'État Félix Tshisekedi au cours de l'ouverture de la table ronde sur l'appropriation du génocide congolais, le coup d'envoi de ces assises organisées par la commission interministérielle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes. Cette table ronde doit non seulement témoigner, mais construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide en RDC. Je suis dans une démarche de sauver le pays et je vais faire tout ce que je veux et partir là où je voudrais. Je rencontrerai n'importe quel Congolais qui peut aider à ce qu'on trouve la solution au problème de la crise. C'est M. Diongo à la rencontre avec l'AFC M23 en Ouganda avec Bertrand Bisimwa et Corneille Nanga. L'Ouganda permet à ce que les politiciens congolais rencontrent les responsables de l'AFC M23. Ce pays est-il vraiment en train d'aider la République démocratique du Congo? Est-il vraiment un pays sur qui nous devons compter? L'Ouganda. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. 2 invités sur ce plateau que vous connaissez certainement, vous avez déjà reçu. Je commence par M. Fodi Moulumba, par ordre d'arrivée bien sûr. M. Fodi Moulumba, journaliste chevronné, ancien directeur de la RTNC, ancien de groupe de presse Le Potentiel. M. Fodi Moulumba,
Bonjour et merci beaucoup. Salut cher ami, je pense que je suis un écrivain. Écrivain également, bien sûr. L'un de vos ouvrages parus aux éditions L'Harmattan, Ouais. depuis 2020, intitulé Réflexion sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en RD Congo. Depuis 2020 déjà, vous interpellez les Congolais sur la responsabilité des intellectuels. Monsieur Freddy Moulumba, vous avez beaucoup de casquettes. Merci beaucoup d'être de nôtre aujourd'hui. Ouais, merci cher ami. Nous pensons qu'avec les profs Milolo, Mbabing et Bailo, on va faire un débat constructif pour que ces pays au moins qu'il y ait des lumières. Nous sommes tellement dans les noirs, on ne sait pas voir clairement où est-ce que nous partons. Il faut à un moment donné qu'on trace un peu les voies suivies. C'est important que l'élite intellectuelle prenne quand même sa place. Tout à fait. Merci beaucoup. En face de vous, c'est le professeur Mouba Bingué. Professeur, merci beaucoup aussi d'être avec nous. Vous êtes donc directeur de l'Institut africain d'études prospectives, l'INADEP en abrégé. N'oubliez pas, c'est un grand professeur, il est égyptologue. Professeur il a publié beaucoup d'ouvrages, hein, plus que moi. C'est un doyen. Professeur, merci. Oui, merci également d'être là avec nous. Alors, rapidement, on va prendre la première thématique. Nous sommes autour du deal. Le deal États-Unis-RDC. Qu'est-ce que nous devons aujourd'hui retenir de ce deal? D'abord, Monsieur Freddy Moulumba, journaliste, vous êtes chercheur également. Ce deal consiste en quoi? Oui, ce deal, ce sera, je dirais, un peu de contrat, quelque sorte de convention signée entre l'Amérique et le Congo. Oui. L'Amérique va nous aider à mettre un peu de l'ordre, la sécurité. Et de l'autre côté, nous donnons à l'Amérique les minerais, surtout les minerais stratégiques et minerais critiques. Et c'est pour dire que l'envoyé spécial de Biden qui vient ici apporte quand même un message qui va bouleverser l'histoire de ces pays. Donc, c'est que je trouve un peu dramatique de voir que c'est quelque chose qui va tout changer dans notre situation et que nous, Congolais, ne sommes pas conscients. Normalement, on devrait en parler dans les médias, à l'université, chercher des spécialistes pour que notre peuple comprenne à quoi sert ce deal, quels sont les enjeux. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a signé des deals. On a quand même signé des deals avec l'État indépendant du Congo, avec l'Amérique. Quelles leçons qu'on peut tirer pour éviter de se retrouver dans un piège? Donc, on ne voit pas de débat au niveau des intellectuels. Donc, je pense que en 2017, il y a une étude faite par Atlantic Council, Africa Center. Celui qui a signé l'article, c'est Gérard Prunier, en mars 2016. L'article est intitulé « Why the Congo Matters ». Pourquoi le Congo est important. On a évalué les richesses du Congo à 24 000 milliards. 24 000 milliards de dollars. Donc les richesses qu'on a évaluées en 2016 par des Américains. Et notre ami Gérard Prunier, c'est un chercheur, il a demandé à ce que l'Amérique s'intéresse au Congo. Donc c'est depuis 2016. Aujourd'hui, on voit un peu les conséquences, pourquoi l'Amérique veut signer un deal avec le Congo. C'est parce qu'aussi il y a des dimensions géopolitiques. Il y a une étude faite par, comment on appelle, International, oui, Centre d'études stratégiques et internationales, qui est basé à Washington. L'étude est sortie le 25 mars 2025. C'est par Grasline Baskaran. Il dit, la dame, c'est une dame, peut-être, je pense que c'est une dame, c'est un homme, il dit ceci dans l'étude. Le renforcement de la coopération
entre États-Unis d'Amérique et la RDC est essentiel pour contrebalancer la domination chinoise. Donc, nous sommes au cœur d'une nouvelle guerre froide entre l'Amérique et la Chine. Et cette guerre froide sera axée sur les minéraux, sur le contrôle des minéraux stratégiques et critiques. Et le président Trump a signé au mois de mars un décret pour expliquer pourquoi il faut que l'Amérique ait accès aux minéraux stratégiques sur le plan international. Donc dans ce décret, on a même ajouté parmi les minéraux stratégiques et critiques les cuivres, l'uranium, et puis la potasse, voire même le charbon. Donc l'Amérique veut sécuriser la chaîne d'approvisionnement parce que à peu près 90% d'importation de terres rares américaines viennent de la Chine. Donc l'Amérique veut avoir une indépendance par rapport à la Chine. Donc il veut couper un peu la dépendance à la Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, la Chine a interdit l'exportation de germanium, qui est un minerai très important dans l'armement, donc dans l'histoire d'armement. Et l'Amérique n'en a pas. C'est la Chine qui contrôle parce que tout ce qui est minerais stratégiques sont raffinés à peu près 90% en Chine. Donc les Américains, les Européens vont s'approvisionner en Chine. Et le décret que Trump vient de signer, c'est pour donner à l'Amérique une certaine indépendance par rapport à la Chine. Donc il faut couper. Donc à cause de ce décret-là, nous sommes au cœur de l'enjeu. Maintenant, il faut expliquer à notre peuple. Pardon. Je parle des minéraux stratégiques et critiques. Il y a Alexandre Payard, directeur du domaine armement et économie de défense à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, IRSEM, de Paris. Pour lui, le caractère stratégique d'un métal est lié à son importance dans la chaîne de production, à son niveau de rareté et à sa position géostratégique. Avec ces conditions, on peut définir un minerai stratégique ou pas. Mais si le métal est absolument indispensable à des filières industrielles spécifiques, concentrées géographiquement dans une région à haut potentiel géopolitique et faisant l'objet de phénomènes de rareté, le métal est alors considéré comme critique et pas seulement stratégique. Donc, c'est pour que vous compreniez. Je viens de vous parler ici que on parle de 24 000 milliards de dollars qu'on a évolué par rapport à nos matières premières. Donc, nous sommes très riches. Mais ce qui est dramatique, c'est que les Congolais même ne sont pas conscients. Donc, l'arrivée de 24 000 milliards de dollars. De dollars américains, oui, ça c'est en 2016. L'arrivée de l'envoyé spécial de Trump dans les Grands Lacs vient avec un objectif clair. On signe du deal, nous avons la sécurité et ils ont l'accès aux matières premières. Donc, aux matières stratégiques et critiques. Ils ne viennent pas pour faire de la politique. L'Amérique a besoin d'avoir l'accès aux minéraux stratégiques congolais face à la domination chinoise. Parce qu'à peu près 80% des minéraux, des usines, des entreprises, des sociétés qui exploitent nos minéraux sont chinoises. Donc les Américains sont inquiets parce qu'ils sont en compétition. Et leur compétition est à deux niveaux. D'abord sur le plan économique et sur le plan technologique. La Chine est tellement en avance sur le plan technologique. Mais ce qui aggrave la situation, la Chine contrôle maintenant tous ces minéraux qui concourent au succès ou bien au développement technologique. Quelles sont les garanties que cet accord peut nous aider à rétablir la paix aujourd'hui, M. Frédéric? Oui, je pense que la garantie dépendra beaucoup plus de nous. Si nous avons des élites rigoureuses, compétentes, sérieuses, patriotiques,
qui vont négocier avec les Américains 4 sur table, on aura des garanties. Mais si on a des élites qui ne sont pas rigoureuses, qui ne sont pas patriotes, qui ne sont pas compétentes, nous risquons de tomber dans une certaine recolonisation. Donc, nous avons notre destin à main. C'est aux Congolais, aux élites congolaises de prendre conscience, cette fois-ci, soit l'Amérique nous aide, grâce à ces villes, d'être indépendants, soit nous tombons dans une recolonisation. Donc, tout dépend de nous. Voilà pourquoi, moi, je demande à ce qu'il y ait quand même des débats dans des médias. Au lieu de passer du temps à discuter sur des négociations ou bien de composition du gouvernement, tout ça, je pense que ce qui est essentiel maintenant, ça va bouleverser tout. Ça va tout bouleverser. Donc, il faut normalement que les élites soient conscientes, que nos médias en parlent, que les universitaires organisent des débats. Quelles sont les conséquences qu'ils prennent? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que nous pouvons gagner? Ça demande des spécialistes, des gens qui sont compétents, qui peuvent facilement, comment dirais-je, expliquer à notre peuple où sont nos intérêts. Mais c'est un début. Ils arrivent, moi je préfère, comme ils arrivent, après avoir eu des discussions avec l'État congolais, avec le gouvernement, que tous les débats, au moins, ce qu'on peut dire à la population, soient dans les médias. Que les universitaires en discutent parce que c'est un tournant historique. Ce n'est pas de la blague. Et vous allez voir que cette guerre va terminer, c'est parce qu'on est plus fort. C'est parce que maintenant il y a une nouvelle donne géopolitique. La nouvelle guerre froide entre la Chine et l'Amérique sur le contrôle des minerais stratégiques et critiques. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Mulumba. Avec ces révélations, on donne cette fois-ci la parole au professeur Mubabinge, qui va donc lui aussi réfléchir autour de cette thématique. Alors, professeur, quelle est votre lecture de ce partenariat qui semble se dessiner entre la RDC et les États-Unis? Vous voyez la RDC perdre ou gagner dans cet accord? Je vois la RDC en danger. Vouloir maîtriser donc les prix de la paix que vous voulez là, me semble être trop élevé et contient beaucoup d'éléments imprévisibles. Le pays est en danger. On veut engager leurs richesses de générations futures. Avons-nous le pouvoir? Sommes-nous habilités moralement à compromettre l'avenir des futures générations sur les 5 siècles à venir? Je parle de 5 siècles, donc nous sommes là en tant que penseurs de l'avenir du Congo, les études prospectives, se penser l'avenir de l'Afrique, penser l'avenir du Congo. Donc nous ne pouvons pas prendre ce genre de deal dont nous ignorons d'ailleurs le contenu. Et puis compromettre l'avenir de nos enfants. Donc le Congo est en danger. C'est pour cela, comme le disait Freddy, l'intelligentsia congolaise doit se réveiller et ouvrir les yeux, contrôler ligne par ligne, contrôler ce qui est écrit en petit. J'ai pratiquement 45 ans en Europe. Et chaque fois que je signe un contrat, on me roule. Donc, si un noir, je peux formuler ça au niveau des continents, si un noir, président ou non président, quel que soit le nombre de ce doctorat, signe un contrat avec les Occidentaux, ce contrat conçu dans une langue occidentale, donc ça sera un contrat conçu en anglais, donc par les Anglais, et que les Congolais tous, ignorants, ne saisissant pas
les nuances, parce que les gens parlent là, il ne faut pas confondre ça avec l'anglais. Donc, ne maîtrisant pas les nuances de la langue anglaise, signe un contrat de ce genre, c'est un grand danger. On m'a roulé, donc comme on m'a roulé pendant plus de 40 ans, je ne peux pas dire que si notre gouvernement signait un contrat avec les Américains et que ce gouvernement ne se ferait pas rouler. Où voyez-vous le danger, professeur Mubambingue? Est-ce que vous parlez du danger, un grand danger? Un grand danger, c'est... À quel niveau? Déjà, même au niveau du langage, c'est quel contrat on donne aux Américains l'accès à nos minéraux et puis eux nous apportent la sécurité. Non, il faut se demander, comme le disait Freddy, nous parlons de 24 000 milliards de richesses potentielles. Oui. Or, que signifie cela si on met ça dans la chaîne de valeur? Si nous, Congolais, nous assumions la reproduction, donc faire la finition de ces histoires, si l'industrie de transformation, les industries de transformation étaient installées ici au Congo, donc nous parlons, j'allais dire, des milliards de ces histoires-là. Donc, on ne peut pas prendre ces 24 milliards et donner aux Américains. Très bien. Et puis, ce qu'on va donner aux Américains, c'est quel produit? Quelle quantité? Et quelle est la valeur de ce minerai-là en dollars? Et quelle sera la part que le Congo aura en dollars? Les dispositifs sécuritaires que les Américains nous apporteraient s'élèvent à combien? 2 milliards. Sera-t-il tout simplement, si on met M23 dehors, ou il y aura un dispositif sécuritaire qui va se répéter chaque année tout le temps que cette histoire-là aura? Et par quel miracle l'Amérique nous apportera-t-elle la paix durable si l'Amérique a laissé la Somalie? Ils ont fui en Somalie, ils ont laissé la Syrie, là, après ils se sont battus, puis ils ont tout détruit. Ils sont partis, ils ont fui en Afghanistan. Donc, partout où ils étaient, même la Libye est aujourd'hui par terre. L'OTAN qui voulait mettre l'ordre, ils n'ont pas mis l'ordre. Alors nous, par quelle acrobatie? Non, par quel miracle? Mais l'Amérique réussira-t-il au Congo, tel au Congo, c'est qu'elle ne parvient pas à réussir ici dans Gaza et autres. Non, je crois que nous y allons un peu trop vite. C'est bien comme option, mais qu'on nous donne au moins 10 ans de réflexion avant de signer un tel contrat. 10 ans. 10 ans de réflexion. Mais la paix est un impératif sur le terrain. Battons-nous, c'est tout. Si nous sommes en guerre, il faut nous battre. Il faut nous battre. Personne ne nous apportera la paix. Personne ne nous apportera la paix. Mais professeur, vous mettez comme je le disais, mettez 500 milliards. Et 500 milliards, c'est beaucoup. Freddy parle de 24 milliards. Les Allemands viennent de changer, il y a 2 semaines, la Constitution. Ils ont dû modifier la Constitution parce que, après les exigences de Trump, qui ne veut plus soutenir l'OTAN, alors les Européens, on a dit, on doit augmenter le budget de guerre. Alors quand ils ont augmenté un budget spécial, donc ils voulaient avoir 200-300 milliards pour la production des armes. Les autres ont dit, mais seulement la production des armes, on ajoute. Donc 500 milliards, et pour faire ça, il fallait changer la Constitution. Les Américains ont échoué partout, hein, où ils sont passés, ils n'ont rétabli la paix dans aucune partie. Pour moi, ils rétablissent la paix militairement, comme ils l'ont fait aux États-Unis.
non pas aux États-Unis, mais en Allemagne. Je n'ai pas dans l'histoire l'exemple de la paix qui viendrait des dialogues. C'est ce que vous êtes en train de faire ici au Congo. Non. Le dialogue vient régler les problèmes un peu quand ça tombe vers la fin. On finit la guerre, par les armes. Il faut se battre. Tout en se battant, nous formons notre population. Nous voulons avoir une population capable de se défendre et, comme je l'ai dit, de se défendre même contre l'OTAN. Merci bien, professeur Mouba Bingue. Je donne la parole à M. Freddy Moulumba. Il reste sceptique par rapport à l'issue de ce deal. En donnant même l'exemple pour dire que les États-Unis, partout où ils passent, ils n'ont jamais rétabli la paix dans aucun pays du monde. Et cet accord reste dangereux pour la République démocratique. Très dangereux. Oui, je suis d'accord avec le prof. D'un côté, parce que on connaît les conséquences des contrats chinois. Ça a été très mal négocié. On a tenté de revoir ça. Et on n'avait pas tenu compte de la géopolitique mondiale, parce que le Congo, c'est un État qui a été créé grâce à la mondialisation. Donc nous sommes un État géopolitique dans notre nature. Les contrats chinois, ça a été une catastrophe. Voilà peut-être la peur du prof en disant la RDC est en danger. Mais si je vais rappeler l'histoire, ce n'est pas le premier deal que l'État congolais signe avec les multinationales occidentales, anglo-saxonnes pour la plupart. Aujourd'hui, ce sont les Américains. Le premier deal a été signé par Léopold II, l'État indépendant du Congo. Il l'a fait en 1885, juste après Berlin, mais aussi en 1906, avec les compagnies américaines, anglo-saxonnes. Mais là, c'était un État indépendant qui appartenait aux militaires, bien entendu, mais avec un gérant comme Léopold II, qui avait signé ces accords. Maintenant, nous sommes un État indépendant, où ceux qui sont à la tête sont des Congolais. Ça signifie qu'il faudrait qu'on prenne conscience que cette fois-ci, tout ce que nous allons négocier, c'est pour nous, pour les biens de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc c'est pour l'avenir. Ça demande qu'il faut qu'il y ait des gens conscients, des gens conscients, des gens compétents, et puis des patriotes qui doivent négocier. Et il faut que les débats soient publics. Ne soient pas cachés comme on l'a fait avec les Chinois. Parce qu'on m'avait dit, quand c'était Pierre Lumbi qui est déjà décédé, ils sont partis en Chine avec un plan de 100 millions de dollars. Les Chinois se sont moqués. Ils disent, mais comment les pays trop grands, avec 100 millions, c'est rien. Tu vois, d'abord, au niveau de la vision, on était limité. Les Chinois ont fait un plan pour 9 milliards. Mais ça ne venait pas des Congolais. C'est parce qu'on était très faibles. Nous, on partait pour avoir des miettes. Et les Chinois ont proposé 9 milliards. C'est comme ça qu'on nous a beaucoup roulé. Heureusement que le président Tshisekedi avait demandé qu'on retouche un peu le contrat avec ses communes. Ça a donné comme des résultats. Ça signifie qu'il faut qu'on soit très attentif. C'est là moi je comprends ce que les profs, donc la peur, ce qui est normal. On ne sait pas ce qui va se passer. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas le contenu, on va dire sur quoi. L'autre élément que je voudrais un peu soulever ici, il ne faut pas avoir peur. Moi je pense que les deals américains sont beaucoup plus profitables pour nous, pour le moment là. Parce que les mines de l'Est, les minéraux de l'Est, en particulier les mines de Rubaya, le coltan congolais, nous avons à peu près 60 à 80% des réserves mondiales. Qui exploitent maintenant? Qui les volent? Est-ce que le Congo gagne? Et qui sont à Rubaya, au Rwanda, qui volent? Ce sont des globalistes mondialistes qui prennent ces minéraux presque gratuitement, qui les vendent aux Chinois, qui les vendent aux Européens. Mais comment est-ce que... Pour preuve, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Il a payé à peu près 900 millions d'euros, alors que le Rwanda n'a pas de mines. Donc, les deals américains viennent, donc notre deal avec les États-Unis d'Amérique, ça vient équilibrer. C'est déjà positif. Mais comment est-ce qu'on va... comment est-ce qu'on peut soutenir ce deal pendant qu'on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants? Mais voilà l'importance de l'information. Je viens de te dire ici, on dit ils vont venir, donc les Américains viendront
cette semaine. Est-ce que vous avez vu dans les médias des débats? Les Congolais sont attirés par autre chose, le pouvoir pour se partager et manger. Ils ne voient pas la vie à long terme. Donc, ce qu'on va signer avec les Américains, ce sera un tournant. Ça aura un grand impact sur nous. Mais il ne faut pas seulement voir les Américains d'une manière négative. C'est vrai, ils ont fait des guerres, ils ont échoué. C'était une option avec tous les néoconservateurs. Je pense qu'avec l'arrivée de Trump, il y a quand même une certaine ouverture. Mais dans le passé, ce qui était frappant, j'ai fait 2 pays asiatiques. J'étais en Thaïlande, un pays pauvre. On n'a que les tourismes et puis aussi les riz. On n'a pas beaucoup de minerais. En quittant Thaïlande, j'ai acheté un livre écrit par un Thaïlandais, publié par les Européens. Les Occidentaux n'ont pas voulu publier ça, mais ce sont les Japonais qui ont publié. Dans les livres, qu'est-ce qu'on dit? Le Thaïlande est un État faible, mais qui a connu quand même un certain développement économique. Pourquoi? Parce que l'Amérique a protégé. L'Amérique, c'est dit dans les livres, l'Amérique a protégé les élites thaïlandaises. Voilà, avec cette stabilité, Thaïlande a connu beaucoup plus de progrès. Par contre, chez nous, l'Amérique tue nos hommes d'État. On a tué Mouzé Kabila, par les globalistes mondialistes, on a tué Lumumba. Donc il faut tirer les leçons du passé. La même Amérique qui tue, la même Amérique qui peut nous donner... Il faut réfléchir. Pourquoi l'Amérique nous tue? Pourquoi elle fait du bien à l'extérieur? Je ne sais pas de Thaïlande. On dit que c'est parce qu'on a protégé leurs élites par les Américains. Je suis passé à Corée du Sud. On était avec des journalistes occidentaux, sud-américains. La fille, la Coréenne qui jouait un peu le rôle de secrétaire parce qu'elle parlait français, elle m'a dit que nous, on n'a pas de minerais. Il n'y a rien en Corée du Sud. Après la guerre de Corée, ils étaient très pauvres. On n'était pas organisé, on n'était pas rigoureux. C'est grâce aux Américains que la Corée du Sud est là où elle est. C'est parce que, selon la fille, ils ont imposé une discipline, et les travaillent. Ils me disent, si je ne travaille pas, je ne vais pas vivre. Ils vous travaillent comme des petits fous. Ils n'ont pas de minerais. Et nous, qui avons des minerais, on ne travaille pas, on fait comment? On boit et on danse. C'est grave. C'est pour laquelle j'ai dit, c'est vrai, l'Amérique a commis des bêtises, ce qui est normal. Il cherche ses intérêts. L'Amérique ne vient pas ici pour nos intérêts, non. C'est à nous de savoir maintenant définir nos intérêts et comment nous battre pour que cette fois-ci, qu'on ne puisse pas nous rouler. Merci bien, M. Freddy Mulumba. Je pose la question au professeur Mbabingue. Quelle peut être la responsabilité de l'élite congolaise dans ce deal qui semble qui pourra avoir lieu incessamment? Ça peut être quoi la responsabilité de l'élite congolaise? Derrière le scepticisme exprimé, il y avait effectivement le constat que l'élite scientifique au moins n'a pas encore discuté sur ce thème. Un tel thème doit être soumis au ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Donc, pendant 2 mois et 2 mois, nous nous réunissons, nous discutons, on fait le brainstorming. Et par après, on peut prendre de propositions pour le gouvernement. Parce que ça nous engage tous sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, maintenant même que vous êtes en guerre, 2 provinces occupées, vous allez signer les deals comment? Parce que même l'élite de ces régions-là, de ces universités-là ne fonctionnent pas. Leur centre de recherche ne fonctionne pas. Nous allons signer comment? Il faut qu'ils participent à la réflexion, qu'on pèse les pour et les contre. Comme je suis là, comme vous l'aviez dit, nous n'avons pas les éléments comme ça, concrets de ce deal-là. On parle des deals, et puis on nous promet le salut avec ça, qu'on aura la paix, ça. Et donc, il faudrait que le gouvernement remette ce projet-là à la recherche scientifique. Après 1 an, nous lui apporterons des solutions. Enfin, des recommandations, pas des solutions,
Mais des recommandations, c'est à quoi il faut faire attention. Vraiment, je vous assure, les intellectuels congolais ne sont pas formés pour faire face à un contrat avec les Occidentaux. Il nous faudrait même 6 mois de formation, de sensibilisation, de mise en commun de nos expériences pour être mûrs. Ou bien ils font ces deals-là en Lingala, en Chiluba, en Kikongo, et puis les Américains traduisent pour eux, mais un deal en anglais, il ne faut pas signer. Je vous dis, un deal en anglais, il ne faut pas signer. Est-ce que c'est possible que la paix soit rétablie à l'issue si ce deal est bien négocié? Je ne crois pas. Pourquoi? Le deal va nous apporter... Vous savez, Freddy venait de le dire. Je voulais le dire au départ, mais je me têtu. Léopold II a, en 1906, comme il le dit, remis les papiers de crédit là qu'il avait pris à des gens comme des Rothschild et autres. C'est connu, je vous avais parlé de Larouche l'autre fois. Alors, ils ont préparé la guerre contre le Congo, Larouche l'avait dit. J'ai dit en 92, je crois en 92, il était encore en prison, mais c'était sa femme, donc qui était venue donc à Munich, qu'il avait dit qu'on allait faire la guerre contre le Congo. Parce qu'il faut associer toutes les informations. Je vous ai déjà dit ici, et dans de différentes chaînes de télévision, TV5 et autres, qu'on a préparé la guerre contre le Congo par les anglo-saxons. Les armes étaient là avant même que les événements de Rwanda commencent. Et quand les événements de Rwanda ont commencé, on a dit que ce n'est qu'un passage vers le Congo. Parce que l'Europe, pas l'Europe, l'Occident, veut se reconstruire avec les richesses du Congo. Alors comment l'Amérique et l'Occident, là, qui est derrière notre tragédie actuelle, va devenir notre sauveur? Comment? C'est impossible selon vous? C'est une impossibilité. Déjà, les contrats qu'ils ont eus de 1906 à ce jour ne nous ont pas apporté le bonheur. Mais le président Trump, Donald Trump, qui vient avec une nouvelle dynamique. Trump est là pour 4 ans. Oui. Trump est là pour... Non, 4 ans, ça dit que c'est comme ça que nous parlons quand nous sommes de l'autre côté. Donc les Européens comptent les années, vous le faites aussi avec notre président. On enlève les années. Trump tape tous les Européens sur des nerfs, ils sont en guerre. Après lui, va passer un autre, et puis toute la politique va changer. Et puis Trump nous montre qu'il ne faut pas faire confiance à ces deals. Quel deal? À ce deal, l'RDC? Même ce que vous faites avec RDC, parce qu'il vient de poser un acte qui dépasse cela. Quel acte? Il est en train pratiquement de casser l'OTAN. De dire non, vos histoires là, faites vos guerres vous-même, etc. Vous voyez comment il discute avec Poutine. Poutine, Amérique, Européens, dehors. Et les Européens luttent pour entrer dans ce deal-là. Or, ils font partie d'une alliance, l'alliance transatlantique. S'il est capable de casser l'alliance transatlantique, non. Si un président américain est capable de casser l'alliance transatlantique, capable de casser les contrats économiques, les conventions internationales, de jouer avec comment on appelle ça, les impôts, les taxes. Même si on donnait 100 ans, 10 ans aux Congolais pour réfléchir sur ce deal, il n'y aura toujours pas de paix que les Américains pourront apporter à l'Afrique, au Congo. Non, au Congo, ils ne nous apporteront pas la paix. C'est possible que nous puissions profiter de cela pour donner l'impression que nous avons la paix, mais à long terme. Donc si je me limitais seulement à notre président de la République et que je disais je voudrais qu'il sorte en tant que l'homme de la paix, entre guillemets,
je pourrais dire oui. Mais si je regarde l'avenir des Congolais sur 100 ans, 200 ans, comme je l'avais dit au départ, sur 500 ans, ce genre de deals vont nous mettre dans le pétrin. Ces gens de deals vont nous mettre dans le pétrin. Monsieur Freddy Mulumba, votre avis par rapport justement, il y a déjà plusieurs deals qu'il y a eu, hein? L'Union européenne a signé un deal avec le Rwanda, vous l'avez signalé. Et contre nous, pour voler nos minéraux. Pour les États-Unis, disons, l'Union européenne a signé un deal avec le Rwanda, la Chine a signé un deal avec la République démocratique du Congo, et même les minéraux sont raffinés en Chine. Aujourd'hui, il y a comme un combat entre déjà l'Union européenne et les Chinois. Mais maintenant, les États-Unis se pointent également, ou nous proposons également aux Américains de venir. Est-ce que vous voyez les Chinois et les Européens laisser la place facilement aux Américains? Oui, je pense que nous entrons dans une nouvelle ère, dans un monde multipolaire. Donc il y a beaucoup plus de pôles de puissance. Dans ce monde multipolaire, je pense en tant que puissance militaire, l'Europe n'existe plus. Ah bon? Oui. L'Europe, ce n'est pas un État. C'est un continent. Oui, ce n'est pas un État, c'est une association de gouvernements en quelque sorte. Donc vous avez la Chine, vous avez l'Amérique, vous avez l'Amérique, la Chine. L'Union européenne. Non, la Russie. Ce sont des grandes puissances, ce n'est pas une politique qui vont beaucoup peser. Mais je voudrais dire au prof, cette guerre va terminer parce que ce sont les Américains qui nous ont fait la guerre. Il s'agit de quels Américains? Ce sont des globalistes, mondialistes, qui étaient proches de Bill Clinton, qui ont lancé ce mouvement, qui ont lancé la guerre contre la RDC. Si nous voulons que cette guerre termine, c'est vrai, nous pouvons travailler chez nous, mais il faut aller en Amérique. Parce que c'est l'Amérique qui est à la base de cette guerre, c'est l'Amérique qui peut mettre fin à cette guerre. C'était d'abord des mondialistes avec Bill Clinton. Maintenant, nous avons un souverainiste qui est à la tête, qui est un grand courant maintenant en Amérique, mais qui est incarné par Trump aujourd'hui. Donc, il y a un affrontement entre mondialistes incarnés par les Soros et les autres, et entre mondialistes contre les souverainistes Trump. Donc, si vous voyez actuellement les gens en Europe, pardon, à Goma, il y a encore des titres de guerre, ce ne sont pas les Rwandais qui les font. Ce sont ces mondialistes-là qui ne sont pas prêts à accepter la défaite. Parce qu'on le veuille ou non, l'Amérique de Trump contrôle les services de renseignement et l'armée. Donc quand vous avez le service de renseignement, la CIA, vous avez l'armée, vous avez le pouvoir en Amérique. Actuellement, les globalistes n'ont pas le contrôle ni de la CIA, ni du Pentagone. Donc, on va mettre fin à cette guerre. Il suffit qu'on coupe à Kagame et Museveni des renseignements militaires ou bien civils. Qu'on coupe à Kagame les soutiens, le financement de l'armée et de la formation. Il n'y a plus de pouvoir à Kigali. Donc, mais monsieur Freddy Mulumba, le gouvernement congolais avait porté plainte contre Apple, mais Apple aujourd'hui soutient le gouvernement Trump. Aujourd'hui aux États-Unis. Comment ça s'explique? Non, tout le monde s'est plié à Trump. Parce qu'en Amérique, c'est lui qui a le pouvoir. C'est la différence. En Amérique, c'est le chef qui donne, donc le président. Et puis Trump n'est pas venu au pouvoir parce qu'il y avait des gens derrière. On l'a poussé par les mondialistes. Non, Trump, c'est avec le peuple américain. Et puis lui-même, il est riche, ce n'est pas un pauvre. Là, une vision claire, c'est d'abord le peuple américain. Donc, si tu veux travailler avec lui, qui travaille pour le peuple américain. Et beaucoup d'entreprises qui étaient avec les mondialistes ont basculé du côté de Trump parce qu'il est capable de vous casser, parce qu'il contrôle les services de renseignement, il contrôle l'armée. Sans armée, sans services de renseignement, vous ne pouvez pas travailler. Je voudrais aussi parler au prof concernant la paix. Je disais, ce qui se passe à l'Est, ouais, il y a toujours des guerres, hein, malgré les menaces, malgré
les résolutions de l'Union européenne, tout comme les Nations Unies, malgré les sanctions américaines. Donc, ce sont des globalistes qui ne veulent pas lâcher. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Donc, il faut étudier très bien la question ukrainienne. Tu vois, il y avait discussion entre Zelensky et Trump. Trump a dit on va avoir des matières premières. Qu'est-ce qui s'est passé? Zelensky résiste. Ce n'est pas Zelensky. Ce sont des globalistes qui contrôlent l'Union européenne et les mondialistes. Et selon les informations, la plupart de ces mines étaient déjà confiées à des mondialistes globalistes qui, après la guerre, ils allaient construire. Trump est venu maintenant troubler la donne. Maintenant, c'est comme les Européens voient que Trump est sur place, ils n'auront pas accès. Directement, Trump discute avec, négocier avec... Mais les Chinois alors, on fait quoi avec les Chinois? Puisque les Européens aussi veulent la part du gâteau. On fait comment? C'est normal. C'est normal, il faut que les Européens, les Américains, tout comme les Chinois, vont s'affronter sur le contrôle des minéraux. Parce que sans ces minéraux... Les deals sera peut-être de 100 ans. Mais Trump est là pour 5 ans. Prof, comment est-ce que vous allez... Qu'est-ce qui va se passer après Trump? Prof, je viens de dire ici, nous entrons dans un monde multipolaire. Donc il y a plusieurs pôles de puissance. L'Amérique, l'Occident n'est plus encore uni. Hein. C'était l'Union européenne et l'Amérique. Maintenant, dans la nouvelle reconfiguration du monde, les liens entre l'Europe et l'Amérique s'est affaibli. Pour les Américains, c'est d'abord leurs propres intérêts, pas les intérêts américains, et pas les intérêts européens. Ils sont directement avec les Chinois, directement avec les Russes. L'Europe n'est pas une puissance quelconque. Mais le problème, c'est quoi? Dès que Trump discute, c'est pour les intérêts américains, pas pour les intérêts européens. Voilà pourquoi il y a des crises. Voilà pourquoi Zelensky s'entête. Voilà pourquoi vous avez à l'Est tous les bandits là n'ont plus peur. Parce que derrière, il y a des globalistes qui pensent que après Trump, on va revenir à la même situation. Quoi. Trump va passer 4 ans. C'est une erreur. L'Amérique connaît des mutations politiques et sociopolitiques très profondes. Après Trump, ce n'est pas sûr qu'il y aura encore un globaliste ou bien un mondialiste à la tête de l'Amérique. Ce ne sera pas facile. Parce que les Américains maintenant, ils veulent travailler pour leur propre pays. C'est possible que les vice-présidents actuels aient la chance de prendre la tête après Trump, parce que ne fera pas encore notre mandat. Après le mandat de Trump, les vice-présidents vont prendre la place. Mais ça va continuer. Et pensez-vous qu'il n'y a que l'Amérique qui peut nous apporter la paix? La Russie ne peut pas nous apporter la paix? De toute façon, je dis que nous sommes dans un monde multipolaire maintenant. Oui. On ne peut pas opposer la Russie à l'Amérique. Vous avez vu que les Américains et les Russes discutent. Oui, mais si par les deals vous donnez les richesses, les minéraux aux Américains, qu'est-ce que vous allez offrir aux Russes? Non, on ne donne pas de minéraux aux gens. La Russie est trop riche. La Russie n'a pas besoin de minéraux congolais. Les Américains aussi? Les Américains, non. Des minéraux critiques, les Américains n'en ont pas. Ils protègent leurs richesses. L'Occident, les Africains doivent le savoir. Les Occidentaux protègent leurs richesses. Et parfois même les choses qu'ils achètent là, ils emmagasinent ça. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas garder notre or? Nous ne pouvons pas garder les coltons, l'emmagasiner, valoriser, prendre des crédits, construire le pays et même défendre le pays. On n'a pas besoin de vendre. Les Africains, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On a un problème mental. On n'a pas à vendre tout ce qu'on a, on voit les choses, on va vendre. Non, il n'est plus nécessaire de vendre les richesses du Congo. Vous devez les emmagasiner. On vole, bien sûr, on va vous envoyer des délinquants, mais les Occidentaux eux-mêmes nous ont donné des solutions. Ils mettent leur or là, ils font fondre ça. Derrière le building là, donc vous avez des centaines et des centaines de tonnes d'or qui sont là-bas. On va voir comment vous allez voler ça, etc. Nous pouvons faire la même chose. Gardons nos richesses. On ne vend pas l'or, on ne vend pas les diamants, on ne vend pas les cuivres. Non, enfin, cuivre, ça, on peut vendre. Mais les coltons et même les pierres
volcaniques de Goma, on ne vous le dit pas. Ce sont les batteries modernes qui conservent pendant des semaines et des semaines l'énergie solaire. La solution de l'énergie solaire est là à Goma. Vous croyez qu'on blague? Dans le Kivu, gardons ces histoires. Nous sommes des scientifiques. On nous a formés pour que nous puissions trouver des solutions durables pour le Congo. Le salut ne viendra pas de l'extérieur. La défense, je vous avais dit l'autre fois, si nous envoyons 40 000 soldats congolais, jeunes congolais, si nous envoyons 40 000 là au front pour marcher sur Kigali, et qu'ils perdaient la guerre, on peut discuter. Mais on ne peut pas discuter aussi longtemps qu'on entend. Il y avait un général ici qui serait seul, et puis qui a donné, où ils étaient à 2 ou à 3, ils ont donné l'ordre de repli stratégique. On va replier quand? Et quand ils viendront peut-être attaquer les Bongaliens, nous allons aussi donner les replis stratégiques pour aller à Mwanda ou quoi? Non! Merci beaucoup, professeur Mobabingue. Je vais commencer avec vous un petit peu, juste pas pour traîner. Monsieur Freddy Moulumba n'a pas encore donné. On va prendre le deuxième sujet sur lequel il va donner sa grille de lecture, ce clé de lecture, autour des négociations qui sont annoncées. Le gouvernement congolais a annoncé à négocier avec la FCM 23. Également, on a vu le chef de l'État à Doha avec son homologue du Rwanda, Kagame, Paul Kagame. On a également vu les mêmes Qataris inviter la FCM 23 là-bas à Doha, au Qatar. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie actuellement avec toutes les décisions qui sont prises par les autorités congolaises, parler avec Kagame, parler avec la FCM 23? Est-ce une bonne voie? En quelques minutes, professeur Mbabingue. Puis on va donner à M. Freddy. Du point de vue du jeu diplomatique, je parle d'un jeu. C'est vraiment un jeu. Diplomatique, c'est bien que le Congo montre sa prédisposition donc, à dialoguer avec les gens. Mais concrètement, les M23 qui a tué nos enfants et qui continuent à les tuer à l'Est, violer nos enfants, massacrer, détruire les pays, entrer au Congo pour tuer les Congolais. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Nous allons les poursuivre. Il faut les poursuivre jusqu'au dernier. C'est la solution? Non. Et vraiment, vous savez, tous nos généraux que nous avons ici, qui veulent capituler devant les délinquants qu'on voit à l'Est là, qui passent avec des jets comme ça, c'est ça que vous appelez la guerre? Je n'ai pas fait le service militaire, mais je regarde parfois des films de guerre. Ce que je vois là à l'Est. Parfois par air, par terre, par mer. Ce qu'on voit là à l'Est, ce n'est pas la guerre. Le Congo doit riposter. Le sang de mon peuple crie. Mais le sang du peuple congolais crie vengeance, ne fût-ce que quelques bâtiments puissent tomber à Kigali. Comment est-ce que vous pouvez... Nous sommes en train de capituler. Tout ce que vous faites là, pour moi, c'est la capitulation. On va faire les deals, comme ils nous ont fait la guerre, parce qu'ils voulaient avoir nos richesses. Maintenant, on leur donne les richesses pour nous laisser en paix. Ils ne vont pas nous laisser en paix, parce qu'ils veulent aussi nous réduire démographiquement. Je vous ai dit que la guerre a plusieurs raisons. C'est aussi la guerre des Européens contre les Noirs, etc. Donc, nous devons nous défendre. Nous devons mourir sur les champs de bataille comme Bamibali. Nous voulons être un pays des hommes. On ne peut pas venir nous tuer comme ça. Ils entrent, on dit rentrer, ils prennent leur voiture, ils rentrent. Ça ne se fait jamais comme ça. Et si nous voulons imiter l'Amérique, c'est là où je deviens aussi américain. Je vous poursuis. Comme les Obama et autres ont poursuivi Ben Laden. Donc, quiconque nous a fait souffrir, nous allons préparer nos enfants pour préparer la vengeance. Nous marcherons sur ceux qui ont marché sur nous. Former les enfants dans cet esprit-là. On ne blague pas, c'est la capitulation.
C'est la capitulation totale pour le Congo. C'est indigne, je me sens humilié. Quand je suis descendu à l'aéroport, j'ai commencé à pleurer. Je dis, les pays n'existent pas. C'est vous qui voyez les pays, moi je n'en vois pas. Le pays est parti. Le Congo ici n'existe pas. Il y a la terre, hein? La terre en tant que partie du continent de l'Afrique, ça restera toujours. Mais en tant que nation, d'hommes, avec des frontières claires, quelqu'un marche dans notre pays. Nous marchons sur lui. Un peuple uni qui construit des routes, qui répare les trous, qui prépare des places pour que les enfants aient à manger et ils puissent dormir convenablement. Tout ça n'existe pas. Nous avons abandonné les pays. Professeur Mobabingue, merci beaucoup. Monsieur Freddy Boulumba, votre clé de lecture. Oui, je pense que nous devons faire un grand effort pour comprendre les révolutions industrielles, mais aussi leurs conséquences sur le capitalisme. Ça va nous aider à savoir nous sommes dans quelle situation, comment il faut savoir négocier avec les autres. Il n'y a pas seulement les Américains, les Chinois sont déjà là. Peut-être demain vous aurez les Russes, peut-être les autres, même les Kenyans qui a beaucoup investi ici. Donc il faudrait qu'on utilise notre intelligence pour que nous ne soyons pas esclaves des autres. Ça signifie quoi? C'est lire d'abord les révolutions industrielles. Vous avez vu au XIXe siècle, on a inventé la machine à vapeur. On a utilisé quoi? Les charbons. Au XXe siècle, il y a eu la machine moteur à essence. On a fait appel au pétrole. Et dans ça, ce qui était beaucoup plus... Donc, on a beaucoup utilisé le pétrole saoudien. Maintenant, au XXIe siècle, il y a le numérique couplé de transition énergétique. On a besoin de quoi? Des minéraux rares ou bien des stratégiques et critiques. Ces minéraux, pour le moment, ça se trouve chez nous et en Chine. Donc nous sommes au cœur des grands enjeux industriels et géopolitiques. Ça signifie que, comme les Américains viennent avec les deals, nous discutons, on regarde nos intérêts, on fait aussi des projections pour l'avenir. Mais là, ça demande maintenant que notre élite politique intellectuelle ait la volonté de puissance, des ambitions de grandeur. Ces deux éléments nous manquent beaucoup. Parce que la manière dont les élites se comportent, il n'y a que la corruption. On corrompt quoi? Il peut acheter une maison, il a un compte en Europe, un peu comme il a une voiture. Donc, Ronnie Jackson. Il faut maintenant que notre élite s'élève. Donc, qu'on se tâche de bien matériel. Et pour laisser un jour et nous dans l'histoire que grâce à ces élites, quand je dis élite, c'est les collectifs, le Congo est devenu libre et indépendant. Et l'Afrique s'est développée grâce à une nouvelle élite congolaise qui est à la hauteur des enjeux. Mais les drames, jusqu'à présent, ce qu'on nous présente comme des élites, ne sont pas des élites. Qu'est-ce qui fait la faiblesse des élites congolaises? Je pense qu'il y a d'abord la colonisation, cet héritage qui pèse sur nous. Nous sommes des élites aliénées, faibles, complexées. Et des élites qui pensent toujours que les biens viennent de l'extérieur. Et quand vous partez par exemple, dans des pays asiatiques, ils ont une autre vision des choses. C'est vrai, la colonisation asiatique, tout comme européenne en Asie et en Afrique, c'est différent. En Asie, les gens ont gardé leur culture. Chez nous, on a tout détruit. Nous sommes des êtres hybrides. Malgré tout ce qu'on a comme connaissance, et ce qu'on a comme connaissance n'aide pas notre société à évoluer. Donc nous sommes, en quelque sorte, inutiles. Donc nous sommes des élites qui sont formées pour servir les étrangers. Nous ne sommes pas des élites qui sont formées pour servir notre peuple. Donc nous devons vite changer. Et pour changer, il faut revoir l'université, voir l'école. Ça demande maintenant une vision au niveau politique. Mais quand vous avez des dirigeants politiques, et quand il y a un problème, on cherche toujours des solutions à l'extérieur, il n'y aura pas de miracle. De toute façon, le monde a changé. Mais il y a cette initiative de la 5OECC qui vise à mettre tout le monde autour d'une table, notamment l'opposition, la société civile, la majorité, l'opposition. Bon, voilà, l'AFCM 23 également autour d'une table. Ils ont vu également plusieurs présidents
continent africain et même à l'extérieur du continent. Est-ce que c'est une initiative qui aujourd'hui devrait être mal perçue ou bien perçue? Cette initiative ne sert à rien. Comment ça? Ils auront des résultats, non? Ils vont donner à qui? Qui va décider? Oui, nous sommes un peuple étourdi, une élite étourdie. On ne sait pas ce qu'on veut. Ça fait mal. Les autres Africains qui nous regardent, ils ne comprennent pas ce qui nous arrive. Vous êtes occupés. Vous êtes Kagame, Museveni, vous volez l'or, le coltan. Vous allez demander encore des dialogues. Vous faites la guerre. On ne peut pas récupérer ce territoire sans faire la guerre. Au cas où l'armée n'était pas outillée, par exemple, une armée qui est infiltrée, il y a beaucoup de problèmes au sein de l'armée, et qu'on se rend compte que militairement, nous ne serons pas à même de faire face à... Je pense que... Qu'est-ce qu'on peut faire en tout J'ai cas? dit que le président Tshisekedi travaille. Il a hérité d'une situation difficile. Kagame contrôlait tout ici. Il y a eu rupture. Maintenant, on est en train de mettre une nouvelle base. Mais le problème du Congo, c'est cette élite médiocre. C'est notre problème. Donc il faudrait qu'il y ait quand même un débat sur l'importance de cette élite qu'on a. Donc il faut qu'il y ait les débats. Que les gens qui sont honnêtes, compétents, des patriotes, puissent avoir des postes stratégiques pour que les pays avancent. Sinon, si on garde les mêmes élites, il n'y a pas d'avenir. Ceux qui sont dans les institutions ne sont pas des élites capables d'apporter la solution aujourd'hui. Les États, et ça marche. On peut même donner un exemple. Vous savez, vous aviez parlé dans les actualités d'un forum sur le génocide. Table ronde. Table ronde, oui. Qui pense le génocide au Congo? Si vous prenez les 3 dernières années ou les 4 dernières années ici, je vois Freddy, il n'est pas là. Moi-même, je ne suis pas là. Je marche, j'ai seulement caché ça. Je marche avec le génocide congolais. On a l'observatoire du génocide congolais. Les Bitakwira, peut-être le Bitakwira est là-bas. Kabongo Malou n'est pas là. La liste est longue. Les Kambaya Boacha et autres. L'élite congolaise qui s'occupe du génocide n'est pas là. On ne nous a même pas invités. Hier, j'avais appelé Freddy pour lui demander s'il était dans la salle. Il m'a dit, moi j'ai dit, alors, vous voyez un peu ce qui se passe, et c'est dans tous les domaines, nous sommes absents. C'est pour cela, ce que Freddy dit de l'élite, c'est vrai, mais d'autre part, l'élite accuse les politiciens. Les politiciens sont en train de négliger l'élite. Vous savez, Mobutu Seko qui était un génie. C'était un génie congolais du XXe siècle, mais qui a eu le malheur de se faire avoir par l'idéologie de la cachette facile. Il a tué inutilement les gens. On l'a amené à prendre des prétextes pour tuer des gens. Mais du point de vue de la vision et du respect de l'intellectuel, Mobutu avait le respect de son élite. Et il les a élevés. Et la plupart d'entre eux ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Vous connaissez donc les Malou à Kalenga, vous connaissez les Mabi Mulumba et les autres. Ils ont, dans les Kambembo et autres, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais comment se fait-il que maintenant, depuis 7 ans, les intellectuels africains sont absents vraiment du débat politique et même de la gestion de l'État? On ne nous consulte pas, ça je le dis pour que le président aussi puisse les suivre. Ces gens ne nous consultent pas. Et ceux qui l'accompagnent ne sont pas reconnus dans des pays dans lesquels ils vont comme étant une élite. Vous savez que les Européens, surtout les Occidentaux en général, presque tout le monde, tiennent aussi compte de la qualité des gens qui vous accompagnent. Ils prennent la biographie, regardent ainsi de suite. Donc, les intellectuels accusent, disent que les politiciens ne s'occupent pas de nous.
Et puis à un certain moment, je leur dis, je veux voir les miracles que vous allez faire avec vos pasteurs. Donc vous avez piétiné les intellectuels pour privilégier les pasteurs et chercher les miracles. Et au bout de ce processus, c'est la capitulation. Et peut-être même les risques de vendre un pays. Les intellectuels veulent qu'il soit défié. Défier Freddy Mulumba. Défier nos ingénieurs, nos spécialistes de l'intelligence artificielle. Défier nos psychologues. Défier nos médecins. Nos pharmaciens, il faut les défier pour qu'ils puissent produire le meilleur d'eux-mêmes et mettez le moyen à notre disposition. Je suis de la recherche scientifique et je parle aussi pour l'enseignement supérieur. Non, on ne nous donne rien. L'année passée, on nous avait donné 3%, on a eu 0,00. Mais ce n'est pas sérieux. On se moque des gens. Merci beaucoup, professeur Mubabingue. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Grande Tribune. Merci beaucoup à M. Freddy Mulumba également pour toutes ces révélations. Merci beaucoup. Son ouvrage publié aux éditions L'Harmattan 2020 sur les intellectuels congolais, réflexion sous la responsabilité des intellectuels congolais dans la crise en République démocratique du Congo. Donc on vous recommande cet ouvrage qui est plein de révélations également, ainsi que de contenu très très riche. Merci énormément d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe qui m'a fait parvenir à faire réaliser cette émission. Merci professeur. Merci monsieur Freddy Mulumba. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Cette émission est complètement terminée. On espère que vous l'avez aimée. Écrivez-nous, contactez-nous. À très bientôt.